le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça se débat, saison 1, épisode 96. 96 comme 96 FM, la fréquence pour écouter Skyrock à Paris et en Ile-de-France, Skyrock, premier sur le rap. Au sommaire ce soir, Benyamin Netanyahou a-t-il démontré qu'Israël pouvait agir contre l'Iran et le Hezbollah sans l'aval des États-Unis? Débat en quelques minutes. Rima Hassan, Jean-Noël Barrot et Karim Khan sont dans le tour de l'info que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Karim Bouhamran, Jérôme Gage, Marine Tondelier, Clémentine Autain, François Ruffin, Delphine Bateau, ces noms ne vous disent peut-être rien. Et pourtant, ils sont candidats à l'élection présidentielle de 2027. Doivent-ils abandonner au profit de Jean-Luc Mélenchon? Je poserai la question aux débatteurs du soir. La Coupe du Monde 2026 de football se jouera sans le meilleur arbitre africain. Omar Abdul Kadir Artan a été refoulé à son arrivée aux États-Unis pour des raisons encore floues. Interview du tac au tac avec Isaac Barchichat, représentant du parti de Donald Trump en France. Julien Assal, lui, compte les jours avant le début de la Coupe du Monde pour enfin pouvoir soutenir une équipe qui gagne. Rendez-vous en fin d'émission pour la carte blanche. Je vous présente sans plus attendre vos 4 débatteurs du soir. Ça se débat, saison 1, épisode 96, en compagnie de Marilyn Smadja. Bonsoir Marilyn, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, je vais bien. Inquiète quand même pour le pays, on approche des élections. Donc, je trouve que la tension elle est en train de monter. Certaines lois qui n'encouragent pas la loi de l'enrôlement pour tous, ça m'inquiète beaucoup, qui est toujours pas, après plus de 2 ans et demi, 2 ans et 8 mois de commission d'enquête complètement indépendante au niveau politique, ça m'inquiète. Donc, je dirais qu'au niveau personnel, je vais très bien. Au niveau du pays, je m'inquiète. Je vais vous poser une question par rapport à ces élections. Gadi Eisenkot a défié aujourd'hui Benyamin Netanyahou à un débat public en réponse à une vidéo du Likoud le critiquant. On est dans Ça se débat. On promeut ici le dialogue et le débat. Est-ce que vous regrettez en Israël l'absence de débat entre les têtes de liste lors des campagnes électorales en Israël? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de confrontation d'idées, il y a que des attaques personnelles ou des slogans un peu creux. On peut regretter tout de même que systématiquement, il n'y ait jamais une confrontation d'idées en plateau entre les leaders des courants politiques, des listes. Vous le regrettez, ça? Oui, non seulement je le regrette, mais en plus, je pense qu'il est temps d'écouter des programmes. Vraiment, qu'on arrête de dire ce que l'autre ne doit pas faire, etc. Que chaque débatteur vienne et donne son programme. Parce que pour le coup, pour être franche avec vous, Gadi Eisenkot se positionne aujourd'hui comme un des leaders de l'opposition capable de faire tomber Netanyahou. Pour être franc avec vous, je suis quelqu'un qui suit attentivement la politique israélienne. Je suis bien incapable de vous donner une mesure proposée par Gadi Eisenkot. Alors oui, il y a des mesures. Enfin, moi, encore une fois, je ne sais pas pour qui je vais voter. Hein, je le dis franchement. Mais c'est simplement, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Personnellement, je ne sais pas pour qui je vais voter. Mais par contre, je connais très bien Gadi, personnellement. Et je vais aller chez lui, évidemment, pour la mort de son fils, pour la mort de son neveu et tout. Par exemple, oui, il a dit quand même certains points qui me semblent importants. Encore une fois, je suis pas sûre, je ne veux pas voter pour lui, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, d'accord. Mais par exemple, la loi de l'enrôlement pour tous, civils et militaires, c'est un programme. Commission d'enquête indépendante au niveau politique. Oui, mais vous savez bien qu'en fonction des alliances aussi et des petits partis qui composeront une future coalition, ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'on peut avancer quelque chose, mais si demain il y a un parti avec qui vous êtes allié, vous avez besoin de ces 4 sièges pour avoir 61, eh ben vous allez renoncer. D'abord, je suis contre les petits partis. J'en ai fait l'expérience. J'ai jamais été encartée et j'étais avec Gideon Sa'ar complètement à droite. Et j'ai fait l'expérience des tout petits partis, ce qu'on appelle les petits partis, 4 voix, 5 voix, 6 voix. Vraiment, je redécommande. Je pense que Eisenkot, d'après ce que j'ai entendu, il en est à 15 mandats là pour le moment. Donc, il faut lui donner la chance. On va suivre ça. En face de vous, Caroline Sportes. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Raphaël. Comment allez-vous? Eh ben, ça va. On ne va pas parler de politique israélienne pour commencer l'émission avec vous. Vous avez un livre à conseiller à nos téléspectateurs. Oui, qui est malheureusement très d'actualité. Spécimen. Alors, je le recommande parce que c'est... J'ai une amie qui va se reconnaître. Peut-être elle l'a lu 2 fois de suite. J'avais jamais entendu un truc pareil. Alors, c'est sur la pédocriminalité. Donc, effectivement, l'actualité en France est très bousculée par ce sujet que vous avez dû entendre. Donc, je recommande ce livre qui est absolument exceptionnel. Et vous allez voir, on va en parler tout de suite avec Madi Seidi. Bonsoir Madi, comment allez-vous?
Bonsoir, je vais très bien, merci. Et vous, de votre côté, vous avez un coup de gueule à passer et c'est évidemment en lien avec ce que vient de dire Caroline. Absolument, absolument. Moi, je suis outrée, je suis en colère. Je suis vraiment remontée contre nos dirigeants quand je vois comment on traite la question de la pédocriminalité en France. Parfois, les pédocriminels sont beaucoup moins condamnés sur des faits très graves. Alors, on a eu beaucoup d'histoires ces derniers temps. On a eu Lola, on a eu Déas, on a eu tellement de gamins comme ça, de pauvres enfants innocents qui sont morts. Et évidemment, à chaque fois, il y a une marche blanche. C'est très bien pour la mémoire, mais à un moment, il faut agir. Moi, j'ai en souvenir Nicolas Sarkozy. Vous voyez, c'est pour vous dire mon cœur où il penche. Un lapsus très, très, très révélateur, vraiment. Et j'ai en mémoire Emmanuel Macron qui nous dit, oui, mais on va faire de la cause nationale la protection des enfants. Eh ben, rien du tout. C'est toujours la même chose. On l'a vu au moment des municipales. Ces gamins qui étaient victimes de personnes qui étaient censées les protéger, évidemment, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On les a déplacés, on déplace le problème, on fait rien, et à un moment, ça suffit. Il va falloir qu'on se batte vraiment pour protéger nos enfants. Moi, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose de culturel. On s'en fout, on ne dit rien. D'ailleurs, ceux qui ont été responsables de ce qui s'est passé à la mairie de Paris avec ces enfants ont été reconduits. Donc, c'est comme si ces gens s'en fichent. Ça, c'est un vrai scandale. Merci beaucoup pour ce coup de gueule qu'on partage évidemment. Et à vos côtés, on a entendu son rire. Rost, bonsoir Rost, comment allez-vous? Bonsoir, très bien. Votre maman Sandra, le bonjour de certains amis à vous que j'ai croisés il n'y a pas longtemps. Ah bah, je passe le bonjour à ma maman Sandra, que j'embrasse très très fort, qui me regarde depuis son restaurant à Sarcelles. On l'embrasse, évidemment. Rost, un sujet plus léger pour commencer cette émission avec vous. J'imagine que vous avez vu ces images de Donald Trump qui a été bruyamment hué par le public du Madison Square Garden de New York, où il était présent pour assister au 3e match de la finale NBA. C'était prévisible, selon vous, c'est sifflé, il va à New York? Mais non, mais évidemment que c'était prévisible. Alors, lui, il retourne la chose en disant que oui, les gens criaient pour lui, qu'il l'aimait, etc. C'est ce qu'il dit. Il n'y a que dans sa tête, je crois. Sur ses réseaux, non, mais voilà, c'est extraordinaire. Mais c'était prévisible, évidemment. On voyait même, d'ailleurs, il a été invité, enfin, il s'est invité. Et on a vu, par exemple, le geste du maire, d'ailleurs, de New York, qui, lui, a acheté sa place et qui était dans le public, comme n'importe qui. Donc, voilà, on peut lui cracher dessus comme on veut, mais en tout cas, pour l'instant, il fait un début de mandat qui est juste, voilà, exemplaire et que certains devraient, dont certains devraient s'en inspirer. Découvrons maintenant quels débatteurs ont remporté les face-à-face de l'émission de jeudi. Parce qu'hier, ce n'était pas Ça se débat, c'était une édition spéciale consacrée à cette guerre express entre l'Iran et Israël. À la question, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban est-il inutile? Vous êtes 74% à avoir répondu oui, comme Alexandre Bensoussan, c'était jeudi soir. Et à la question, les émeutiers du 31 mai ont-ils assuré la victoire du Rassemblement national en 2027? Vous êtes 77% à avoir répondu oui, comme Jean Messia. Vous connaissez désormais votre quatuor du soir ainsi que les grands gagnants de l'émission de jeudi. Passons sans plus tarder au premier débat de cette émission. Si je lui dis de faire quelque chose, il le fait, déclare Donald Trump au sujet de Benyamin Netanyahou. Cette phrase choc a inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé cette question qui va s'afficher aux débatteurs du soir. Iran, Benyamin Netanyahou a-t-il démontré qu'Israël pouvait agir sans l'aval des États-Unis? Caroline Sportes a répondu oui et Marilyn Smadja a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 96, face à face numéro 1 sur la souveraineté en Israël. C'est parti. Caroline, à vous l'honneur. Vous avez 1 minute pour convaincre nos... Je mets mon chrono parce que je ne vois pas le chrono. Alors, vous pouvez mettre votre chrono, évidemment. Marilyn, vous enchaînez juste après. Vous voyez le chrono à la caméra. Je n'ai pas besoin de chrono parce qu'il nous tape sur le truc. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Caroline, c'est à vous. Alors, oui, Benjamin Netanyahou a déjà démontré qu'Israël pouvait agir sans l'aval des États-Unis et particulièrement face à l'Iran et au Hezbollah. D'abord, il faut comprendre la doctrine de Netanyahou, c'est la menace existentielle avant tout.
Et c'est l'Iran nucléaire et son régime, évidemment, avant tout. Depuis des années, Israël mène comme Téhéran une guerre dans l'ombre, de l'ombre contre l'Iran, sans attendre ni l'accord public, ni parfois même l'enthousiasme de Washington, on le sait. Quand les États-Unis négocient un accord sur le nucléaire, Netanyahou, lui, peut continuer à frapper. Il l'a montré là, il y a à peine une journée. C'était rapide, mais il a pu le montrer. Et cette autonomie, il l'a aussi, évidemment, face au Hezbollah, parce qu'il n'est pas question d'arrêter les frappes contre le Hezbollah tant que le Hezbollah menacera Israël. Donc, évidemment, les États-Unis restent toujours un allié stratégique, mais Trump ne dicte pas la conduite d'Israël quand l'existence même d'Israël est menacée. Merci beaucoup, Caroline. Marini, c'est à vous. Alors, comme je l'ai dit souvent sur ce plateau, justement, frappe sur Kiryat Shmona, c'est frappe sur Dakhia. Ça, on est clair. Et donc, les frappes d'hier sur Dakhia, sur le Beyrouth, c'était au mieux tard que jamais. Et ça faisait longtemps qu'ils auraient fait, depuis plusieurs semaines, avec ce soi-disant cessez-le-feu. Mais c'est le moindre mal. Parce que je vais citer ce que Trump dit maintenant sur Netanyahou ces derniers temps. Alors il dit, il faut que tu fasses gaffe, tu risques de te retrouver seul prochainement face à l'Iran. Tu es fou, à cause de toi, le monde déteste Israël. Sans moi, Israël n'existerait plus. C'est moi qui décide et pas Netanyahou. Donc hélas, notre Premier ministre, en demandant la grâce, sa propre grâce, en faisant ingérer Trump dans notre politique et dans notre justice, a fait que l'indépendance aux États-Unis est beaucoup plus forte que ce qu'elle était avant. Ce dialogue entre Trump et Netanyahou, je t'aime, moi j'en plus. Israël le paix, on est loin des victoires totales par rapport à Netanyahou. Finissez. J'ai entendu crier. Non, parce que ça a coupé, la connexion a coupé avec Paris. Malheureusement, ça arrive souvent en ce moment. Alors, vous avez terminé votre face-à-face. On va attendre qu'on soit reconnecté, qu'on me dise dans l'oreillette si on a la connexion avec Paris de retour. On apprend ce soir que Benyamin Netanyahou a averti le cabinet politique. Israël pourrait devoir affronter seul l'Iran. Benyamin Netanyahou prévient son gouvernement. Oui, c'est marrant, je n'arrive pas à croire à ça. J'arrive pas à croire qu'il puisse y avoir une désunion entre les États-Unis et Israël. Pour moi, c'est de la stratégie de communication, comme on a eu l'occasion de le dire déjà sur ce plateau. Et j'ai l'impression que quand même Trump sert la soupe à l'Iran en faisant croire qu'il est un peu désuni d'Israël. Rose, je sais que ça a coupé, mais j'imagine que tout de même, vous avez pu entendre 90% de l'argumentaire de Marilyn et de Caroline. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Caroline ou avec Marilyn ? Alors, évidemment que je partage plutôt l'avis de Caroline, parce qu'elle dit des choses, c'est drôle parce que je voulais en parler tout à l'heure, mais cette déclaration de Trump, elle est extrêmement forte. C'est Marilyn. Tout le monde te déteste. Marilyn, pardon. Tout le monde te déteste. Tout le monde déteste Israël. Sans moi, tu serais déjà en prison, et il a raison. Et il a raison parce qu'on a vu que Trump est venu, ne serait-ce qu'à son secours personnel, avec ce qui s'est passé, avec les mesures qui ont été mises en place contre le procureur de la CPI qui a obtenu justement sa citation. Et donc avec tout ce qui va autour, l'interdiction bancaire, etc. On a vu avec Albanese, pareil, ce qui s'est passé. On a vu toutes les personnes qui ont essayé de faire bouger les choses au niveau de la CPI ou au niveau de l'ONU ont été sanctionnées par les Américains grâce à Trump pour protéger Netanyahou. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, l'un et l'autre se mangent dans la main. Moi, je ne pense pas qu'il soit complètement dépendant parce que je pense aussi qu'il tient Trump avec quelque chose. Certainement l'affaire Epstein d'ailleurs. Mais il tient Trump quelque part et c'est pour ça qu'il l'a entraîné dans cette guerre dans laquelle Trump ne voulait pas aller au départ. Et aujourd'hui, il n'attend qu'une chose, c'est de sortir de tout ça. Et donc, évidemment qu'aujourd'hui, ils se tiennent l'un et l'autre. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Caroline Portes. Je pense qu'évidemment, les États-Unis sont un allié d'Israël. La question ne se pose pas et ça date depuis toujours. Néanmoins, je crois que Trump exagère quand il dit tout le monde te déteste. Moi, je suis pas sûr. Trump lui-même est aussi bien détesté dans son pays et au-delà de son pays. Voilà.
Moi, je pense... Mais c'est le monde entier qui déteste aujourd'hui Netanyahou et Israël à cause de Netanyahou. Non, il ne faut pas dire ça. Ah bah moi, je dis non. Regardez, même les Américains, il y a 7 Américains sur 10. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Les gens prennent le prétexte. Je pense que les gens... 7 Américains sur 10 non, je pense que les gens veulent justifier leur antisémitisme latent. Trop de gens. Non, mais trop de gens jouent avec ça. Trop de gens font ça. Et ils disent, mais c'est parce que Netanyahou. Mais non, mais il faut arrêter l'antisémitisme. Il n'est pas né avec Netanyahou. Il faut arrêter. Madi, mais selon vous, les opposants de Benyamin Netanyahou, est-ce qu'ils ne dramatisent pas un peu trop ces tensions entre Israël et les États-Unis et de cette soi-disant soumission face à Donald Trump pour appuyer là où ça fait mal et pour attaquer Netanyahou? Mais oui, c'est de la politique, c'est le jeu de la politique. En réalité, Benjamin Netanyahou n'a pas... Quand il a voulu tirer, quand il a voulu faire des attaques, il les a faites parce que quand la survie d'Israël est en question, eh ben là, il n'attend pas l'aval des États-Unis. Donc c'est de la politique. Évidemment, il y a une campagne qui se joue. Donc évidemment, les gens vont appuyer là où c'est censé faire mal. Exactement. Voilà. Mais je crois qu'en réalité, les États-Unis resteront un allié. Resteront l'allié d'Israël. Et Israël n'a pas cette dépendance. Moi, ce que je regrette que certains voudraient faire croire à l'égard de Donald Trump. Ce que je regrette dans ce débat là maintenant, c'est l'utilisation de la parole. Parce que là, on est en train de débattre sur quelque chose et de transporter un point de vue extérieur à Israël, l'antisémitisme, anti-Netanyahou extérieur à Israël et tout. On ne parle pas d'anti... C'est vous qui avez cité Trump. Non, c'est Trump. Vous avez lancé la perche. Non, 2 secondes. Je veux dire le problème. Non, mais justement, je n'ai pas pu parler parce que dans l'oreillette, on m'a demandé d'arrêter. J'ai cru que j'avais pas de connexion. Maintenant, je veux dire quand même la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est la situation concrète. On va s'approcher maintenant d'un accord avec l'Iran. Je parle en tant qu'Israélienne, d'accord ? On va s'approcher d'un accord avec l'Iran qu'Israël c'est pas dans l'intérêt d'Israël. Mais on ne sait pas. Oui, on le sait. Non, on le sait. Les estimations, tant qu'il n'est pas signé. Il y a une chose qu'on sait, c'est que tant qu'il n'est pas signé, on n'a pas de certitude. Toute la journée, des phrases on entend ce que Vance a dit. Je ne suis pas d'accord, Caroline. On entend ce que Vance a dit. Que même si l'accord sera ni dans l'intérêt d'Israël, et ils ont certaines ça, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. J'ai la phrase. Je pense que c'est ça qui inquiète. Non, oui, c'est pas ça. Je pense que le président a été très clair sur ce point. Si Israël a évidemment ses propres objectifs, l'objectif principal des États-Unis concernant l'Iran est de veiller à ce que ce pays ne se dote pas de l'arme nucléaire. Maintenant, Israël peut apprécier cela ou ne peut l'apprécier, mais fondamentalement, nous pensons que c'est dans le meilleur intérêt des États-Unis d'Amérique. Que demande le peuple ? Israël veut que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Il y a des intérêts communs. Parce que nous, on n'a pas que le problème de l'arme nucléaire. Oui, mais c'est quand même la préoccupation principale. 2 secondes, on ne se coupe pas la parole. 2 secondes. On n'a pas que le problème de l'arme nucléaire. Nous, en Israël, l'arme nucléaire, c'est un problème général, mondial. Nous, on a le problème de deux autres problèmes. On a le problème des proxys. Déjà, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, etc. Non, ça ne suffit pas, l'arme nucléaire, d'accord ? Et en plus, 400 kilos en plus, 400 kilos en moins, c'est pas que ça, le problème d'Israël. Et deuxièmement, on a le problème des missiles balistiques. C'est même plus discuté. Donc, je suis désolée, il y a d'autres problèmes beaucoup plus graves pour Israël et Israël doit assurer sa propre sécurité et c'est pas vraiment ce qui est en train d'être fait. Et de son côté, Eyal Zamir, lui, le chef d'état-major de l'armée, déclare Israël est prêt à mener une opération bien plus importante contre l'Iran. Voilà, on va donner le mot de la fin à Eyal Zamir. Marilyn Smadja fait comme ça. Exactement. Merci à tous les 4. C'est maintenant l'heure du tour de l'info. Ross t'en a parlé tout à l'heure, Caroline Sportes, un article de nos confrères du Monde. Karim Khan, le procureur général de la CPI, suspendu après des accusations d'agression sexuelle. Cette suspension ne donne pas l'indication sur l'issue de l'enquête qui devra être tranchée par les 125 États membres de la Cour pénale internationale. Le magistrat qui nie les accusations portées contre lui par un membre de son équipe s'est mis en retrait en mai 2025. Un commentaire ? Oui, un commentaire parce qu'il a été cité par Ross tout à l'heure. Alors, franchement, ce n'était pas la bonne citation pour le coup. Parce que, voilà on le sait que c'est un criminel, ce type-là, et donc il n'a que ce qu'il mérite. Et donc, ah bon, pourquoi ça vous émeut pas, Ross ? Agression sexuelle, il a été suspendu par la CPI. C'est la CPI qui l'a suspendu. Je sais pas. À un moment donné, je sais que ça ne sert pas trop vos intérêts contre Netanyahou, mais là, il faut être clair, quoi. En tout cas, il a été suspendu. C'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Il a été suspendu
pour agression sexuelle. Et c'est pas la première fois qu'on entend ça à son égard. Alors, il n'a pas encore été jugé, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Il a quand même été suspendu pour agression sexuelle. On peut laisser répondre Rost ? Tout à fait. Rost. Alors, c'est extraordinaire parce que aujourd'hui, on connaît tous cette arme fatale dont les politiques se servent à chaque fois qu'ils veulent mettre hors jeu quelqu'un. Donc, moi, vous pouvez me raconter ce qu'on veut. Je peux vous dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, ces gens-là, vous savez, comme par hasard, quand il obtient, je vous ai pas coupé. Mais quel genre, Ross, pardonnez-moi, pour que je suive. Je vous parle des politiques. Laissez finir. Quel genre ? Je vous parle des politiques. Ah, les politiques. Je vous parle des politiques. Écoutez bien quand on vous parle. Oui, donc, j'écoute bien. je parle des politiques. Donc, quand on sait tous qu'aujourd'hui, mais malheureusement pour eux, ça ne marche plus avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont instruits. Il y a des gens qui analysent tout ce qui se passe dans notre société. Et nous faire croire. Parce que depuis que ce monsieur a fait citer... Cette affaire, c'est une peau de banane qui a été glissée sur le chemin. Mais qui l'a suspendu ? Je termine. La CPI ? Depuis qu'il a fait citer Netanyahou par la CPI, on lui a bloqué sa carte bleue, comme on a fait pour Albanese. Donc les Juifs on a bloqué. Il a eu. Excusez-moi, je termine. Et donc on lui a interdit, on l'a interdit de territoire aux États-Unis, etc. Depuis, il n'a que des problèmes depuis qu'il a fait citer. Et là, maintenant, on lui colle une agression. On est en train de nous dire que c'est la main de Netanyahou en plus, les termes, qui a fait pression sur la CPI pour le suspendre. C'est ridicule, mais vous n'êtes même pas crédible. C'est une allégation. C'est ridicule, mais c'est ridicule. Mais vous n'êtes pas crédible. Faut qu'on avance. Vous n'êtes pas crédible. Stop. Et en plus, il n'y a personne qui vous croit. Il n'y a personne qui croit à ça. C'est grave. Non. Il n'y a personne qui vous croit. Les périodes qu'on vit est grave. Caroline. Et remettre en cause des agressions sexuelles, c'est grave. Ces magouilles, elles sont connues. Je vous le dis, ce sont des magouilles. On verra. Ce sont des magouilles. On verra. Vous voulez on le verra détruire par tous les moyens. Stop. Ouais. Madi. Oui, vous voulez le mettre hors jeu. Madi, c'est dit. Vous voulez le mettre. Raphaël, il y a des trucs qu'on ne peut pas laisser dire. Stop. Vous voulez le mettre hors jeu. Vous voulez le mettre hors jeu. Ross dit qu'il y a une volonté politique d'Israël de dégager. Mais laissez les spectateurs juger l'incohérence de cette logique que Ross. Je crois que ça fait une minute que je vous dis qu'il faut qu'on avance. Suffisamment intelligent pour comprendre qu'il y a une incohérence. Mais moi, je vous le dis, on connaît la magouille. Pas de causalité, il y a aucune causalité dans ce que vous dites. On connaît la magouille. Moi, je vous dis, c'est une magouille. Les amis, stop. C'est pénible. Stop. Madi. Une publication X de Rima Hassan. Votre information, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais vous demander de répondre rapidement. Rencontre avec le président libanais Joseph Aoun en présence de Simon Abiramia, président du groupe parlementaire d'amitié Liban-France. Au cours de nos échanges, il a notamment souligné l'importance de faire cesser l'occupation israélienne et de renforcer le soutien apporté au Liban, tant pour le développement de ses capacités militaires que pour les efforts humanitaires déployés en faveur des populations déplacées. Un mot, Madi, sur cette délégation LFI au Liban, et tout le monde se tait, vous laissez parler Madi. Eh bien, à vrai dire, je ne comprends pas ce que fait cette délégation au Liban, et particulièrement Rima Hassan, qui est élue au Parlement européen, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais entendue se battre pour un sujet européen. Je pense qu'elle est omnibulée par ce qui se passe au Moyen-Orient, et plus particulièrement par Israël. C'est pour ça qu'elle est allée, parce qu'elle n'a ni la légitimité, elle ne peut rien apporter, puisqu'elle est parlementaire européenne, à part faire une commission d'enquête, et encore faut-il qu'elle ait les accords des autres. Franchement, je ne comprends pas pourquoi cette délégation est allée, et évidemment, elle nous parle d'occupation, elle nous parle de tout ça. Moi, je pense qu'elle est omnibulée par la situation d'Israël, et dès qu'elle entend le mot Israël, elle y va. Parce qu'honnêtement, elle n'est ni envoyée par le gouvernement français, elle a une mission en tant que parlementaire européen, mais jamais, au plus grand jamais, elle ne s'est occupée des questions européennes. Jamais elle ne répond justement aux attentes des électeurs qui ont voté pour elle pour qu'elle puisse parler en leur nom au niveau européen. Elle est omnibulée par le Moyen-Orient et honnêtement, cette mission parlementaire, ou c'est même pas une mission parlementaire, c'est des copains qui y vont, entre leur flottille imaginaire,
mais oui, non, mais il faut t'imaginer. Ils y vont, non, mais c'est vrai. Ils y vont pour faire quoi? Ils nous amènent 3 paquets de couches, 6 bouteilles de viande, et voilà. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Je pense qu'ils font de la com. C'est tout. C'est simplement de la com. Et moi, je serais curieuse de savoir ce qui va sortir de ce fameux rendez-vous, si ce n'est que ce fameux communiqué de presse qu'on a vu. Moi, j'ai hâte de voir les actions concrètes qu'il va y avoir pour la suite, à savoir les actions pour la paix, parce qu'évidemment, le Liban est un pays ami avec la France. Ça, on n'a pas attendu que Rima Hassan soit parlementaire pour le savoir. Mais j'ai hâte de voir ce sur quoi ça va débouter, si ce n'est que de la communication, comme ils ont l'habitude de le faire jusqu'ici. Communication ? Par rapport à ce problème, d'abord, je soutiens complètement ce que Madi a dit au niveau des relations. Et en plus, il faut quand même rappeler que le président libanais et le premier ministre libanais ont déjà fait appel à la paix avec Israël. On n'est pas du tout en guerre entre le Liban et Israël. On est en guerre avec un groupuscule, une organisation terroriste qui s'appelle le Hezbollah. Et donc, il faut être contre le Hezbollah, contre le Hamas, contre l'Iran, contre tous ces tyrans au monde et ces terroristes. Merci beaucoup. Il est l'heure de marquer une courte page de pub et on se retrouve tout de suite sur i24 News. Restez avec nous. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Les salades sont ici, brocolis. Bonjour, pardon. Excusez-nous. Vous n'étiez pas au courant? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le hot dog, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec Internet Garantie, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Quand on y vit depuis peu ou que l'on projette de faire son alia, chaque repère nous aide à avancer et à mieux s'intégrer. L'école de nos enfants est un véritable enjeu. C'est pourquoi le réseau Ozar Torah rayonne désormais aussi en Israël. Ozar Torah, développer le meilleur de soi pour la vie, maintenant en Israël. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jami Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jami Group. Real Estate Opportunities. Vous rêvez de soutenir Israël d'une manière unique et enrichissante? Rejoignez Sarel, le programme de volontariat civil en base militaire israélienne. De quelques jours à plusieurs semaines, participez à des tâches essentielles et vivez une expérience inoubliable. Découvrez Israël sous un nouvel angle, créez des liens durables et contribuez directement au soutien du pays et de ses soldats. Devenez volontaire. Faites la différence. Inscrivez-vous via notre site internet.
Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite. Tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. Sur le plateau d'i24 News, toujours avec Rost, Madji Seydi, Caroline Sportes et Marilyn Smadja. Rost, vous avez la main pour votre information. Un article de nos confrères du Figaro. Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, qui, je cite, promeut activement l'annexion de la Cisjordanie et, je cite toujours, revendique ouvertement la recolonisation de Gaza, est interdit au territoire français, a annoncé mardi 9 juin le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Autre citation, 4 responsables d'organisations de colons et 21 colons violents, je ferme la citation, sont également interdits de territoire, a ajouté le ministre dans un post sur X, dénonçant, je cite, une politique que ne peut accepter l'écrasante majorité de la communauté internationale, fermement attachée à la solution à 2 États. Rost, est-ce que vous saluez cette sanction contre Bezalel Smotrich ? Alors, évidemment que je la salue, mais je trouve qu'elle arrive très, très, très tard. Je vais vous dire, tous les haineux, tous les extrémistes, quels qu'ils soient, de quel bord qu'ils soient, pour moi, ils n'ont pas droit de citer. Ces gens-là, on doit tous les mettre hors d'état de nuire. Smotrich, Ben-Gvir sont des gens extrêmement dangereux, pas que pour les Palestiniens, pas que pour les Libanais, mais pour la communauté juive mondiale. Les gens qui ont de l'intelligence, ils font la différence, ils font le distinguo en se disant, voilà, il se passe des choses là-bas et c'est tout le travail que nous, on fait aussi auprès de certains jeunes pour leur dire, ne mélangez pas les choses. Il se passe des choses là-bas, vous pouvez mener des combats sur vos réseaux, etc., dire ce que vous pensez, mais en aucun cas, la communauté juive d'ici a quelque chose, doit être responsable de ce qui se passe là-bas. Donc ça, c'est tout le travail aussi qu'il faut faire avec l'intelligence. Mais ces gens-là sont dangereux pour la communauté juive dans le monde. Ce sont eux qui envoient des signaux, ce sont eux qui poussent à la haine et au massacre qu'il y a dans les colonies parce qu'ils les soutiennent, justement. Et heureusement que la France prend enfin ses responsabilités, mais c'est parce que l'histoire est en train de s'écrire et qu'on a des gens comme l'Espagne qui, eux, sont montés au créneau et qui se sont battus. C'est eux qui ont obtenu d'ailleurs la levée des sanctions qu'il y avait contre Albanese, qui dénonçait justement ce qui se passait là-bas à l'ONU, Merci, etc. Et la France est en train de se rendre compte que l'histoire est en train de s'écrire et qu'ils n'étaient pas du bon côté de l'histoire. Et donc, ils sont en train de se mettre du bon côté de l'histoire, comme ceux qui se battent pour que cessent ces massacres là-bas. Merci beaucoup, Ross, pour votre avis sur cette information concernant Bezalel Smotrich. Marilyn, votre information. J'ai dû énerver Caroline. On revient, c'est pas grave. Je ne dis rien. On revient en Israël, politicienne israélienne. Le ministre du Patrimoine, Amichai Eliyahu, a exprimé son soutien de principe à une loi fondamentale sur l'étude de la Torah promue par les partis orthodoxes. Regardez la citation. « L'étude de la Torah est essentielle à notre existence. Elle n'est pas marginale. Sans la Torah, nous n'avons pas le droit d'exister », a-t-il déclaré dans une interview accordée aux médias Kol Chai. Il a toutefois ajouté que ceux qui n'étudient pas la Torah doivent s'enrôler. Quiconque ne pratique pas la Torah et exploite la loi à des fins personnelles doit contribuer à la nation d'une autre manière. Que pensez-vous globalement de ces déclarations du ministre Amichai Eliyahu? Je rappelle qu'il fait partie du parti d'Itamar Ben-Gvir, Force juive. Tout à fait. Bon, déjà, on va commencer par le premier point qui me paraît essentiel, c'est que ce parti extrémiste
effectivement, comme l'a dit Ross, n'est pas dans l'intérêt ni d'Israël, ni à l'intérieur du pays et ni à l'extérieur du pays. Ça, c'est une manière générale, globale de voir. Donc, je préférais... Il y a surtout beaucoup d'Israéliens qui n'ont pas voté pour ces partis-là. C'est le problème, justement, des coalitions qu'on est obligé de faire, des chantages des petits partis, comme vous avez parlé très justement au début. Et malheureusement, on se retrouve avec 2 partis extrémistes qui font régulièrement du chantage sur le gouvernement actuel, qui n'est pas un gouvernement à la base extrémiste. Je rappelle que le Likoud et M. Netanyahou ne sont pas des extrémistes. Donc il faut savoir faire la part des choses. On peut être pour ou on peut être contre, mais en tout cas, ils ne le sont pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toute cette loi-là, aujourd'hui, qui a été votée en première lecture à la Knesset, s'inscrit dans une autre loi qui est la loi de l'enrôlement. C'est ça, en fait, qui est discuté. On a parlé des crèches aujourd'hui, des maternelles payantes, etc. Mais en fait, c'est la loi de l'enrôlement. Et à raison garder Israël, on est de droite, de centre et de gauche, et on est tous pour la loi de l'enrôlement, que ce soit civil ou militaire. Et donc, la Torah n'a jamais empêché d'aller aussi servir l'armée et de faire le service militaire. Et donc, ce que je dirais, c'est que si on veut vraiment exister, il faut savoir se défendre. C'est un peu la phrase de Pagani, donc on pourrait dire je me défends donc j'existe. Eh ben c'est le mot d'Israël avant. Et donc on est juif. La Torah, évidemment, chacun peut la pratiquer, ne pas la pratiquer. C'est un choix personnel. On est l'État juif et démocratique. On est déjà à cette base-là. Donc ce que je dirais, prendre les armes et étudier la Torah en même temps pour ceux qui le veulent. Merci à tous les 4 les 2 pour piliers ce du tour Israël. de Exactement. l'info. On passe tout de suite au second débat de cette émission. Énième candidature à gauche. Karim Bouhamran, maire PS de Saint-Ouen, se déclare candidat à l'élection présidentielle. C'était ce matin sur France Inter. Cette annonce a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question aux débatteurs du soir. La gauche doit-elle s'unir derrière Jean-Luc Mélenchon en vue de 2027 ? Rost a répondu oui. Madi Seydi a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 96, face à face. Numéro 2, c'est parti. Rost, vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Madi, vous enchaînez juste après Rost. Est-ce que tout le monde est prêt ? Non. Là, ça, on voit s'afficher un rapport. Est-ce qu'on peut mettre un split pour qu'on puisse voir Madi et Ross, s'il vous plaît, avec le chrono ? Attendez, alors je vous explique comment ça se passe. Parce que voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, exactement. Là, maintenant, en régie, ils sont en train de dire... Il manque le chrono. Si vous dépassez le temps, évidemment, vous connaissez le principe, le buzzer. Ensuite, une fois que ce débat sera conclu, nous allons poster une question sur notre compte Instagram. Et chers téléspectateurs, allez voter sur le compte Instagram. Et demain, nous donnerons en début d'émission le résultat de ce face-à-face. La semaine dernière, vous avez pu voir notre ami Guy Poran mettre une kippa sur la tête pour espérer avoir plus de votes. Rost, je vous apprends que ça n'a pas suffi et qu'il a quand même perdu son duel, sachez-le. Rost, la prochaine fois... Il n'est pas assez extrémiste de droite. Rost, je vous lance un défi pour la prochaine fois. Vous choisissez le moment que vous voulez. Mais pour un débat d'ici la fin de la saison, j'aimerais que vous fassiez votre minute en rappant. Cap ou pas cap ? Écoutez, pourquoi pas. Alors retenez-le. Je sais que vous aimez le rap, donc... Exactement, donc retenez-le. Et dès que vous avez un sujet qui vous parle ou vous avez envie d'écrire un rap dessus, vous faites 1 minute de rap sur votre face-à-face. On est OK ? Vous me dites quand vous voulez, vous êtes là toutes les semaines, quoi qu'il arrive. S'il y a un débat qui vous chauffe, vous me dites et on fait 1 minute de rap sur ça. On est d'accord ? Allez. Écoutez, avec plaisir. Allez, super. Est-ce qu'on est prêt en régie ? On est prêt, Rost, c'est à vous. Alors, nous voyons le danger de l'extrême droite arriver depuis un certain temps. Nous voyons les Bardella qui instrumentalisent toute l'actualité. D'ailleurs, j'aurais voulu les entendre là sur ce qui s'est passé là avec la petite Liana, qui n'a pas été tuée par un migrant et qui n'a pas été violée par un migrant, parce que dès qu'il y a la moindre chose avec un migrant,
impliqués, tout de suite, c'est eux tous les problèmes du monde entier, alors que la très 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 grande majorité de ces problèmes qui se passent n'ont absolument rien à voir avec ces sujets-là. Donc ils arrivent à manipuler les gens pour essayer de gagner des voix. Donc aujourd'hui, on voit ce danger, il est imminent, il est à nos portes et on a tous les médias en plus qui servent la soupe à ces gens-là. Donc la gauche, elle doit comprendre une chose, c'est savoir quel est celui parmi eux qui a le plus de chances de battre l'extrême droite au deuxième tour. Et pour l'instant, évidemment, la seule personne aujourd'hui capable de le faire, c'est Mélenchon. Peut-être que quelqu'un d'autre émergera entre-temps, on verra. Mais en tout cas, c'est le seul pour l'instant qui est en capacité. Madi, c'est à vous un peu plus d'une minute. Entendu. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est non, encore non, et non à l'évidence, non. On ne peut pas s'allier, la gauche ne doit pas s'allier avec Jean-Luc Mélenchon parce qu'elle trahirait ses idéaux. La gauche, celle qu'on connaît, la gauche a toujours porté des valeurs qui sont complètement différentes de celles de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, son projet, il est simple, il est clair. C'est diviser la France, c'est faire de la France, en fait, le bordel qu'il souhaite, il veut le faire par l'élection. Il ne faut pas que la gauche unisse à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne propose rien. Et contrairement à ce qui vient d'être dit par Roth, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a compris qu'il fallait diviser la France. D'ailleurs, il utilise les communautés. Aujourd'hui, du jour au lendemain, moi je me rappelle des discours de Mélenchon il y a quelques années, quand il s'attaquait aux musulmans en disant « Oui, le voile, c'est un torchon sur la tête ». Qu'est-il devenu de ce torchon ? Il a compris qu'il y avait des voies à les prendre. Si la gauche s'allie à Jean-Luc Mélenchon, elle trahira ses électeurs, elle trahira ses valeurs. Donc la gauche ne doit pas s'allier avec les ténèbres. Merci beaucoup à tous les deux. Caroline, est-ce que vous êtes d'accord avec Ross ou avec Madi ? Avec Madi. Je suis d'accord avec Madi. Moi, je viens d'une famille de mitterrandistes. Donc, je viens d'une famille de gauche. Mes parents votaient à gauche. La gauche, c'était précieux, etc. Mélenchon, bien évidemment, ça fait... Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Non, mais parce que la gauche n'existe plus, c'est bien dommage. Ils ont découvert quelques trucs sur le passé de Mitterrand, ils se sont dit « Oh merde, quelle connerie on n'a pas fait ». Et du coup, plus sérieusement, Mélenchon, moi je ne suis pas non plus du tout une partisane de l'extrême droite, bien au contraire, mais je pense que Mélenchon, malheureusement, est un plus grand danger aujourd'hui pour la France. Et comme l'a dit Madi très justement, le passage forcé de Mélenchon, ce sera par deux choses. Il a déjà commencé, il le fait, il le met en action tous les jours. C'est le chaos et la division du peuple. Maintenant, il n'y a plus de... Moi, je me rappelle, à l'époque, on était à la fac, il n'y avait aucune distinction entre les Juifs, les Noirs, les Arabes. C'était même pas un sujet. Ce n'était même pas un sujet. Maintenant, il en fait son cheval de bataille et il n'y a qu'une chose qui compte pour lui, c'est diviser pour mieux régner. C'est clair et net. Marilyn, d'un point de vue purement tactique, on parlait en Israël des petits partis, etc. Ça, c'est totalement différent. Mais s'il y a un éparpillement des voix, on se souvient en 2002, Lionel Jospin, qui était persuadé d'être au second tour, il y a eu beaucoup de candidatures de gauche qui ont éparpillé les voix et qui ont fait que Jospin n'a pas accédé au second tour. C'est une des explications. Et le score important de Jean-Marie Le Pen aussi. Mais Noël Mamère, Taubira, etc. à l'époque, qui avaient divisé, éparpillé. Et souvent, on dit aussi que lors des dernières élections, si par exemple Fabien Roussel ne s'était pas présenté, Mélenchon aurait pu être au second tour parce qu'il y aurait eu un report des quelques pourcents de Fabien Roussel. D'ailleurs, le parti de Mélenchon attaque Fabien Roussel sur ça tout le temps, le chef du Parti communiste. Est-ce que finalement, toutes ces candidatures, si elles accèdent aux 500 signatures, ça ne serait pas pour défavoriser Jean-Luc Mélenchon ? Alors, je vais vous étonner, Raphaël, depuis que j'ai fait mon alliance, ça fait 40 ans, je ne vote pas pour la France. J'ai pris une décision en prenant l'avion, en me disant je vais être israélienne. Je suis aussi française et très attachée à la France, mais je ne vote pas en France. Donc je ne me mêle pas de la politique intérieure française. Vous avez des proches en France pour lesquels vous pensez, non ? Mais bien sûr, j'ai des proches et encore une fois. Par contre, j'œuvre pour la relation Israël-France tout le temps. Et j'œuvre aussi contre l'antisémitisme. Et donc, en revenant à Mélenchon, petit parti, grand parti, ce que vous voulez, d'accord ? Mélenchon et LFI, donc son parti. Une chose, on sait, on l'a vu, que c'était une position très anti-Israël. Deuxièmement, avec aussi des jeux de mots sur les noms familiaux juifs, etc. Donc, une pointe comme ça d'antisémitisme. Donc, qu'il fasse partie d'un grand parti, d'un petit parti, de voix éparpillées, de ce qu'on veut. Pour moi, en tant qu'Israélienne, je ne souhaite pas qu'il soit réélu. Il a dit qu'une des premières choses qu'il ferait, ce serait de
de cesser les relations entre Israël et la France. Karim Bouamran, Jérôme Gage, Marine Tondelier, Clémentine Autain, François Ruffin, Delphine Bateau, pourquoi pas vous? Ah non, vous savez, vous êtes bien gentil, mais j'ai accompagné tellement de politiques, j'ai fait 2 campagnes présidentielles, j'ai fait plusieurs législatives, municipales. On m'a sollicité pendant des années pour accompagner plein de candidats. D'ailleurs, si vous vous souvenez, c'était une de mes chansons que François Hollande avait pris pour sa campagne pour les primaires. Et je m'étais occupé de tout ce qui touchait à la jeunesse et au quartier populaire pour sa campagne. Et à l'époque, il était à 4% dans les sondages quand je me suis engagé avec lui. Et je lui avais dit qu'il gagnerait les élections. Ça avait fait rire certains, mais finalement, on a gagné les élections. Mais là, Karim, moi je connais Karim depuis très longtemps, depuis 30 ans. On a fait plein c'est un vrai militant de terrain, c'est un vrai mec engagé depuis toujours. Et moi, ça fait des années qu'il me dit qu'il va y aller. Ça fait 3-4 ans qu'il me dit qu'il va y aller. Et donc, qu'il y aille. Après, ce sont aussi des jeux politiques, hein, vous le savez. Les uns et les autres placent leurs pions pour aussi peser dans le débat, pour peser aussi dans les négociations qu'il peut y avoir par rapport aux élections. Donc, oui, mais franchement, moi, ça ne m'intéresse pas, je leur laisse ça, le panier de crabes, où les gens sont prêts à tuer leur père et leur mère. Je vous donne le mot de la fin avec cette question. Sur la candidature, oui. J'aimerais vous poser cette question, parce que le désordre, il existe aussi à droite. Parce qu'on le voit, les candidatures Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, Retailleau, Linard, il y a presque autant de candidatures déclarées à gauche qu'à droite. Mais finalement, les 2 partis qui sont réellement en ordre de marche, en ordre de bataille, avec un programme et une base forte de militants derrière eux et des candidatures claires, Jordan Bardella, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ce sont le Rassemblement national et la France insoumise. Les autres, on ne peut pas dire ça, parce que même au centre, Édouard Philippe, Gabriel Attal, François Hollande qui veut y aller aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas rassurant. Oui, on ne comprend plus rien, en tout cas de la part des partis traditionnels. Pour revenir sur Karim Bouamran, pour moi, c'est un grand frère, je le connais depuis 20 ans. On a milité l'un en face de l'autre en étant des adversaires politiques, mais on est un énorme respect l'un pour l'autre. Donc, s'il a envie d'y aller, moi, je pense que c'est tôt. Je pense qu'il lui faut encore du temps pour grandir politiquement parlant. Et il n'y a pas de mépris dans ma parole. Moi, j'ai commencé la politique, j'avais 14 ans. Donc, quand on regarde mon âge, je ne vous le dirai pas, mais j'ai quand même beaucoup d'années d'expérience. Effectivement, il y a ce clivage entre le RN et la LFI, mais je crois que Jean-Luc Mélenchon n'a pas compris quelque chose. Il sera probablement au 2e tour. Mais être au 2e tour, ça ne veut pas dire gagner. Ce que ne comprend pas Mélenchon, c'est qu'aujourd'hui, le RN a mué. Il a mué, il est devenu respectable. En tout cas, on le voit si. Non, on essaie de les faire. On essaie dans l'esprit des Français, mais regardez les sondages. Ils ne sont pas respectables. Je suis désolé, c'est le même ADN. Mais non, mais peu importe. C'est le fascisme. Face aux électeurs français, il est devenu respectable. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu voter pour le RN, qui aujourd'hui votent. Parce qu'on fait la propagande toute la journée. C'est pas une question de propagande. C'est pas une question de propagande. Ce que n'a pas compris LFI, c'est que LFI est devenu ce qu'était le RN, ce qu'était avant le FN. Merci beaucoup. LFI est un parti détestable. Parce que c'est le seul qui est capable de les battre sans être Merci à Paris. Merci beaucoup. Sans être des fascistes. Merci beaucoup. C'est des fascistes, c'est des racistes. Merci beaucoup à tous les 4 pour ce débat. Passons tout de suite à l'interview du tac au tac. Une interview sur les premières polémiques autour de la Coupe du Monde. Plusieurs supporters et participants au Mondial 2026 n'ont pas été autorisés à entrer sur le territoire américain. Ils ont vu leur visa refusé par les autorités américaines, parfois au dernier moment. Certaines sélections ont aussi été fouillées intégralement par les services de sécurité. Les États-Unis de Donald Trump sont-ils en train de gâcher la plus grande fête du football? On en parle avec Isaac Barchichat. Bonsoir Isaac. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Vous êtes vice-président des Republicans Overseas France. Alors, question. Donald Trump et les États-Unis, son administration, est-ce qu'ils sont en train de gâcher la fête avec ces mesures répressives à côté de l'esprit de cette compétition? Non, pas du tout. Vous savez,
c'est peut-être l'esprit taquin de certains joueurs qui voient peut-être en l'Iran ou le Sénégal des adversaires potentiels qui arriveraient, on le souhaite pour eux, pourquoi pas au quart ou au demi-finale, mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas lieu de faire polémique. En tout sérieux, il faut rappeler quand même qu'il existe une guerre importante en ce moment sur la scène internationale, avec Israël certes, mais surtout entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran qui, pendant de longs mois, on a dit avec des fake news, ne pourrait pas profiter de cette qualification à la Coupe du Monde pour elle. Et ça a été démenti. La preuve en est, c'est que les joueurs ont pu arriver aux États-Unis, et tant mieux pour eux. Et certains membres de l'entourage de l'équipe iranienne n'ont pas pu le faire. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit le bienvenu aux États-Unis en ce moment, dont on sait les ingérences, les influences que cela peut avoir, notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays européens. Mais la fête sera là, au rendez-vous, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais est-ce que vous comprenez qu'un arbitre officiel de la FIFA soit recalé simplement pour sa nationalité ? On a eu aussi des journalistes officiels qui faisaient partie du Hamas ou du Hezbollah. Ça ne change rien du titre qu'ils peuvent avoir. Si ce sont des gens pour lesquels... Il a eu une accréditation de la FIFA tout de même. Il avait aussi les journalistes qui ont tué et séquestré et fait tout ce qu'ils ont fait le 7 octobre, avaient aussi des accréditations internationales et que d'ailleurs l'Europe crie à droite à gauche. Ce que je dis par là, c'est que c'est pas parce qu'il a une accréditation que ça lui donne un passe-droit dans un pays qui est aujourd'hui en guerre avec l'Iran et qui souhaite contrôler tous ceux, même durant des moments de fête, de contrôler tous ceux qui rentrent sur son territoire. Je pense que c'est tout à fait quelque chose de légitime pour les Américains. Ça a été le cas pour d'autres pays où il y a eu des problèmes de visa. On connaît tous la politique d'immigration des États-Unis qui est très difficile, encore plus avec Trump, dont il a promis de faire le grand nettoyage durant son mandat. Donc, il n'y a pas lieu de faire des polémiques, mais peut-être de vérifier, et avec des gens qui connaissent si le dossier. Donc, vous comprenez que cet arbitre somalien, qui est le meilleur arbitre du continent africain, 34 ans, qui était accrédité par la FIFA, c'est normal qu'il ne puisse pas entrer aux États-Unis. Je pense qu'il n'y a rien de normal. On vit des moments en ce moment très difficiles, compliqués, où on ne comprend plus rien de ce qui se passe dans plusieurs pays sur la scène internationale, parce qu'on découvre des gens qui étaient bien, qui sont pas bien, des gens qui pas bien, qui sont devenus bien. Le droit d'un pays à pouvoir protéger qui rentre dans son pays est un droit évident. Maintenant, je pense qu'il existe des solutions. Je crois que pour cet arbitre, c'est des discussions qui sont en cours. J'espère qu'il pourra in fine peut-être bénéficier de ce crédit dont il appartient a priori en légitimité et pouvoir intégrer le territoire américain et faire ce qu'il est censé faire. Et s'il y a des doutes sur lui, comme sur d'autres candidats, il est aussi normal que les États-Unis se protègent. Ross, j'aimerais vous entendre sur ça, s'il vous plaît. Choqué. Non, mais oui, mais... Non, mais je suis choqué, je suis violemment choqué déjà par le mépris en caractère, justement, en majuscule, le mépris de ce jeune homme. Mais quelle honte quand il parle du Sénégal. Le Sénégal est une grande nation du football. C'est les champions d'Afrique, c'est une des plus grandes nations de football au monde, que ça vous plaise ou non. Vous êtes une honte, monsieur, permettez-moi de vous le dire. Voilà ce que c'est que l'extrême droite. Vous, qui dites que l'extrême droite, oui, ils se sont notabilisés, etc. Voilà ce que c'est que l'extrême droite lorsqu'ils sont au pouvoir. Vous êtes une honte, monsieur. Vous ne pouvez pas traiter les gens de cette manière-là. Vous ne pouvez pas. L'Iran, ils sont obligés d'aller se loger au Mexique parce que vous ne voulez pas les accueillir. Ces équipes sont qualifiées. Elles sont surveillées par leur pays. D'accord ? Les pays prennent la responsabilité de ces personnes qui sont sur place. Que vous me parliez des supporters, c'est une chose. Mais que vous me parliez justement des équipes, vous êtes une honte, monsieur. Je vous laisse répondre, Isaac. Isaac Marchichat, vous allez dégager le plus vite possible. Allez-y, Isaac Marchichat, à vous de répondre. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous me portez ce soir. Je le prends comme un grand compliment. Je vous aime pas, je vous le dis. Attendez, vous êtes une honte. C'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, il faut pas couper les gens. Vous savez, ça se soigne. C'est pas grave. Isaac Marchichat, répondez. Moi, je vous ai pas attaqué personnellement. J'ai expliqué la vision du pourquoi certaines personnes. Moi, je vous attaque personnellement. Je dis vous êtes une honte. Monsieur, si vous laissez pas parler, laissez-le finir. Si vous laissez pas parler, voilà, si vous laissez pas parler les gens, je suis désolé, je pense que vous ayez raison ou tort, on ne pourra pas avancer quel que soit. Donc, je vous explique l'opinion de ce pourquoi aujourd'hui on a cette situation. On est dans un pays aux États-Unis, il ne faut pas mélanger tout. On est dans un pays
pays aux États-Unis où pendant longtemps et surtout sur l'ère Biden, des centaines, voire des milliers, voire potentiellement des millions de gens sont rentrés illégalement et ont foutu un sacré bordel aux États-Unis. Aujourd'hui, Trump a décidé, peut-être de manière un peu draconienne, qui peut-être frustre certaines personnes, de dire tout simplement stop à tout cela. Ça veut dire qu'il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des besoins de revérification, il peut y avoir, et je peux comprendre toute la compassion que vous avez avec les joueurs du Sénégal, dont j'ai une grande admiration, qu'ils aient ou pas gagné la CAN, mais en tout cas ce sont d'excellents joueurs, je vous rejoins sur ça. Mais il ne faut pas mélanger tout. Il y a un droit aujourd'hui à un pays, il y a un droit, il ne faut pas mélanger. On peut soutenir le Sénégal, on peut apprécier leur football, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut attaquer un pays. Excusez-moi, ce n'est pas un mépris, je suis en train de vous dire, avec toute la simplicité, malgré que vous m'ayez insulté sur un plateau, en train de vous dire gentiment que je peux avoir une grande admiration, mais si, des grandes admirations pour ces joueurs-là qui méritent, mais voilà, il faut comprendre aussi la légitimité d'un pays. On a compris votre réponse, Caroline. Je suis un peu abasourdie. Tout simplement sur cet arbitre somalien de la FIFA, meilleur arbitre j'entends, qui a été recalé parce que Trump ne venait pas de lui sur le sol américain alors qu'il était accrédité par la FIFA. Moi c'est l'avocat qui parle. Vous savez, nous, quand on parle, c'est qu'on a des pièces, on a des éléments. Je ne sais pas pourquoi. Le plus surprenant, c'est que la FIFA se tait. Oui, déjà la FIFA se tait, puis on ne sait pas pourquoi il a été recalé. Il faudrait quand même un peu d'éléments. Alors l'aspect sécuritaire, nous, en tant qu'Israéliens, on le comprend mieux que personne, c'est une évidence. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont vécu le 11 septembre, et effectivement, sous Biden, c'était quand même la porte ouverte au grand n'importe quoi. Donc que Trump sévisse et protège les Américains, on l'entend. Maintenant, j'aimerais savoir, et c'est vrai peut-être que Isaac va pouvoir nous répondre, je ne sais pas s'il le sait lui-même. Il ne va pas pouvoir répondre parce qu'il reste rien. Ah d'accord. Bon, mais désolé, Isaac. C'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi cet arbitre visiblement de grande qualité a été interdit de territoire. Beaucoup. On ne sait pas. Moi, je voudrais juste dire un mot pour calmer un peu l'histoire. Deux choses très rapidement. Non, il reste 30 secondes. C'est toujours très désolant s'il n'y a pas de problème de sécurité de mélanger sport et politique, culture et politique, concert, musique et politique. Merci. La première chose. Deuxièmement, les insultes sur le plateau. Oui. Ça, merci beaucoup. Je pense aussi que ça merci beaucoup. Désolé, Julien Assal, on n'aura pas le temps de passer la carte blanche. Bonne Coupe du Monde à tous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, bonne Coupe du Monde à tous. Et restez avec nous sur les 24 News. Tout de suite, un point complet sur l'information avec Océane Nicole. Merci Ross, merci Madji, merci Caroline et merci Marilyn. Bonne soirée à tous.